Alors que le secteur immobilier américain s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre 2025, le chiffre global attendu est ici, enfin, on s'attend généralement ici à une modeste croissance de quelques points de pourcentage des FFO. Et je parle du secteur dans son ensemble. OK? Donc, si vous prenez ici l'indice de référence ici du secteur des real estate aux États-Unis, donc sur le S&P 500, donc je pense que si on va ici, on va retrouver ça rapidement. Tac, tac, tac. Je viens là. Où est-ce qu'il se situe? Les secteurs d'activité, on a celui-là. Il a un nom bien particulier et il va se situer où? Voilà. Donc, c'est pas celui-ci, c'est lui que je cherche. Voilà. Il est ici. C'est le XLRE. OK? C'est le XLRE. Donc, quand je parle ici de FFO, croissance modèle, je parle de l'ensemble des acteurs de tout cet indice-là. Évidemment, on ne va pas lire tous les rapports financiers sur toutes les entreprises. On prend les leaders, ceux qui ont la pondération la plus élevée, qui peuvent avoir une influence globale sur le secteur d'activité. Après également, vous avez de la presse spécialisée, etc. Des organes ici comme le Narrate, qui vous donne des informations par rapport à ces différents éléments-là. Bref, on continue. Donc, on s'attend globalement à une croissance des FFO. Mais on va se dire ici que le chiffre global attendu ne raconte qu'une infime partie de l'histoire. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une grande divergence où la performance n'est plus uniforme. Donc cette nouvelle ère, on va l'appeler la grande divergence. Pourquoi? Parce que la performance n'est plus uniforme. Le succès ne dépend plus du cycle économique général, mais de l'exposition à des tendances de fond puissantes et durables. Certains segments propulsés par l'intelligence artificielle et la démographie connaissent un essor spectaculaire. D'autres, plus sensibles aux aléas du commerce mondial et aux mutations du monde du travail, sont sous pression. Pour les acteurs avisés du marché que vous êtes, la question n'est plus de savoir faut-il allouer des capitaux à l'immobilier ou bien dans le secteur immobilier, mais plutôt quels segments immobiliers sont positionnés pour l'avenir. Alors, quels sont les piliers de la croissance dans ce nouvel environnement? 4 sous-secteurs se distinguent nettement, portés par des moteurs qui transcendent l'incertitude macroéconomique. Et à chaque fois que je vais citer un secteur d'activité, je vous donnerai une entreprise de référence, histoire de vous donner une idée des entreprises en question dans le secteur. Pas des entités sous-évaluées. Non, ce n'est pas le but de cette vidéo. D'accord? Donc, les centres de données, par exemple, ce sont les champions incontestés de la nouvelle économie. La demande exponentielle pour l'espace et l'énergie nécessaires à l'intelligence artificielle a créé un marché de propriétaires. Donc, les propriétaires ont la main. Ça veut dire que la demande est plus élevée que l'offre. Donc, les taux de vacances sont un des plus bas historiques et la croissance des loyers est exponentiellement forte. C'est le segment le mieux positionné pour capitaliser sur la révolution technologique, notamment alimentée par l'IA, tout ce qui a le cloud, etc. Donc, vous avez des entités comme Equinix et Digital Realty, qui sont des exemples. Et vous allez le voir ici, si vous allez regarder le prix de Equinix. Vous pouvez également regarder du Iron Mountain, d'accord? Ils ont un secteur ici, Equix, c'est Equinix, Equix, ticker symbole. On a ça. Voilà. Donc, vous avez du Equinix. Vous avez également DLR. Et attention, il y a quelque chose que je vais mentionner. Quand vous allez regarder les data centers dans ce segment-là, regardez bien intéressez-vous à celles qui sont bien orientées pour la croissance parce que toutes les data centers ne se ressemblent pas. Les spécificités sont différentes. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Mais faites attention. Mais voilà, ça reste un segment qui est en croissance de manière générale si on le compare aux autres sous-secteurs ici de l'immobilier. Je parle des États-Unis en particulier. Donc, vous avez maintenant, le second segment aussi qui sera à peu près sur lequel on aura des éléments positifs, c'est le secteur ici de la santé. Les rates spécialisés dans la santé. Ce segment bénéficie du moteur le plus prévisible et le plus puissant, la démographie. Le vieillissement de la population américaine crée un besoin structurel et non cyclique pour les résidences pour personnes âgées et les cabinets médicaux. La poursuite du régressement des taux d'occupation
post-pandémie continuent d'alimenter une solide croissance. Vous avez un exemple ici, c'est Welltower. Ensuite, vous avez les commerces, donc les retail, ça peut être des malls ou bien des magasins individuels ici à la Realty Income. Donc, affichant une résilience qui a surpris de nombreux observateurs, parce qu'on s'attendait à ce que ça se détériore un tout petit peu, notamment inflation, etc., moins de fréquentation, moins de renouvellement pour les clients. Bref, hausse des taux d'intérêt, impact négatif sur la dette de nos clients. Mais on va se dire ici que, comme d'habitude, comme dans tous les segments, on sélectionne toujours des entités qui louent leurs biens immobiliers ici à des personnes qui sont capables de payer les loyers, donc qui sont très peu endettées. Donc la question toujours de savoir qui sont nos clients est importante. Donc ce segment bénéficie d'une offre nouvelle très limité depuis plus de 10 ans. Donc, il y a moins de construction. On est plus discipliné, surtout au niveau des centres commerciaux bien situés et axés sur les biens de première nécessité comme les supermarchés performent particulièrement bien, permettant une croissance saine des loyers. Et on peut citer Realty Income, mais on peut également citer SPG. Et tous ces biens immobiliers ont des classes. Classe A, classe B, surtout pour les malls. Donc, privilégiez les malls ici qui sont dans les classes A. De manière générale. Après, l'idée, vous pouvez également regarder les taux d'occupation pour savoir si un bien immobilier est intéressant, si les clients favorisent généralement certains types de biens immobiliers de manière générale. Donc, si l'entreprise regardez à peu près la moyenne du secteur et essayez de vérifier si le taux d'occupation est plus élevé que la moyenne du secteur. Ça donne une bonne information. Donc, après, vous avez la résilience ici de tout ce qu'on concerne sur le résidentiel, le multifamily. Donc, la demande locative reste très solide. Cet état de fait est soutenu par des fondamentaux démographiques et par le coût élevé de l'accession à la propriété qui pousse de nombreux ménages à rester locataires plus longtemps. Cela assure une croissance stable et prévisible. Également parce que les taux d'intérêt sont élevés, donc ils ne peuvent pas... trouvent que c'est un peu cher d'acheter des biens immobiliers en date d'aujourd'hui, mais il y a une pénurie de logements aux États-Unis. Et il y a une pénurie. Donc, ça peut m'être intéressant de commencer à vous intéresser au home builder, même si ce n'est pas beau en ce moment en termes de prix, mais il y a une croissance séculaire qui est là. Elle est visible. Privilégiez les acteurs qui ont le moins de dettes possible. Donc, vous avez des entités ici comme Avalon Community, c'est un exemple parmi tant d'autres. OK? Donc, quels sont les segments qui font face au plus grand vent contraire? À l'opposé du spectre, plusieurs secteurs connaissent un net ralentissement ou font face à des obstacles structurels. Vous avez le secteur industriel, qui était un secteur très dynamique précédemment. Après des années de performance exceptionnelle, le segment vedette des entrepôts logistiques ralentit. L'offre nouvelle commence à dépasser la demande et les perturbations liées. Donc, on est ici sur un marché de locataires. Les locataires ont la main. Et les perturbations liées aux tarifs douaniers créent de l'incertitude chez les importateurs, ce qui se traduit par une légère hausse des taux de vacances. Donc, la phase de croissance explosive semble laisser place à une normalisation. Et ça peut également ici nous donner des idées d'investissement. OK? Privilégiez vraiment les leaders. Vous avez un acteur de référence, c'est Prologis. Il y a d'autres également, ne vous inquiétez pas. Enfin, comme je l'ai dit, je donne un exemple parmi tant d'autres. Après, vous avez les hôtels. Donc, les hôtels et resorts. Ici, c'est un type de rate très particulier. Les contrats ne sont pas à long terme. Donc, ça dépend ici de la fréquentation des hôtels, etc. Et encore, dans les hôtels, il y a des gammes. Donc, vous avez peut-être Host qui est situé au niveau, qui est principalement ici au niveau du haut de gamme. OK, donc ça peut être intéressant à aller regarder, pourquoi pas. Mais ce secteur présente un marché à deux vitesses. Les hôtels de luxe continuent d'attirer une clientèle aisée et de bien performer. En revanche, les établissements de milieu de gamme souffrent du ralentissement des dépenses des ménages à revenus moyens, plus touchés par l'inflation. Donc, le résultat global est une stagnation attendue des FFO. Ensuite, vous avez les bureaux. Ce segment demeure le maillon faible. L'obstacle structurel du télétravail, donc hybride, maintient. Donc, quand on parle d'hybride ici, une partie au bureau, une partie à la maison, ça fait qu'on a besoin de moins d'espace. Donc, ça maintient des taux de vacances élevés, surtout pour les immeubles de moindre qualité. Donc, maintenant, cependant, les attentes sont si basses qu'une bonne surprise reste possible, notamment pour les acteurs possédant les meilleurs actifs, les fameux trophy assets ou les classes A+. Privilégiez uniquement ces entités-là. Donc, qui profitent ici d'une fuite vers la qualité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'espaces vacants, mais les entreprises favorisent les actifs immobiliers
les mieux positionnés. Et donc, il y aura toujours une certaine demande et vaut mieux s'intéresser aux acteurs ici, comme Boston Property, qui ont des actifs immobiliers intéressants, entre autres. Hein. Voilà. Alors, comment les acteurs avisés que vous êtes devraient-ils se positionner? Et à partir d'ici, ça peut sonner comme une recommandation, mais c'est uniquement pour vous donner à peu près comment actionner tous les éléments qu'on a tantôt mentionnés ici. C'est bien de savoir, oui, tel secteur est dynamique, etc., mais quel comportement il faut adopter. Et je vais souvent nuancer mes propos, faites attention. Et les entreprises que je mentionne ici, n'ont pas vocation à représenter des opportunités d'investissement au prix actuel. Tout va dépendre du prix et de la qualité. Donc, notre vision ici sur le secteur immobilier est neutre. Je suis ni positif ni négatif. D'accord? Et n'oubliez pas que les taux d'intérêt auront tendance ici à être favorables pour l'ensemble du secteur. Mais cette neutralité impose une gestion active et une sélection rigoureuse. La stratégie gagnante n'est pas d'acheter l'immobilier, mais de choisir les bons segments immobiliers pour le cycle actuel. Donc, surpondérer, première recommandation, entre parenthèses, surpondérer les leaders de la croissance séculaire. Donc, quand je dis surpondérer, ça veut dire ici que si on trouve des opportunités d'investissement ici, on va mettre un tout petit peu plus d'argent en termes de pondération dans le portefeuille, en termes d'allocation du capital. Se concentrer sur les sous-secteurs dont la croissance est dynamique, durable et largement décorrélée du cycle actuel. Donc, taux d'intérêt élevé, taux d'intérêt bas, elle va bien performer. Donc, il s'agit de s'exposer, donc il va bien performer, donc le secteur, le sous-secteur si vous voulez, ou bien le segment. Il s'agit de s'exposer au thème de l'IA et de la démographie via des centres de données Equinix, DLR, ou bien le secteur de la santé avec Welltower. Et je dis, c'est à titre d'exemple, ça ne veut pas dire que les entreprises sont sous-évaluées. Deuxième point, privilégier la qualité dans les segments résilients. Rechercher une croissance stable en choisissant des opérateurs de premier plan dans des secteurs qui ont prouvé leur capacité à résister. Cela inclut des rates de commerce et résidentiels, donc Realty Income, AVB, Avalon, c'est ça, c'est Avalon quelque chose. AVB, avec des portefeuilles d'actifs de haute qualité. Troisième point, adopter une approche prudente sur les segments en normalisation. Prudente ici veut dire que je veux être un tout petit peu plus exigeant. Je veux un prix bien plus bas que ce qu'on me propose en date d'aujourd'hui. Donc, si je devais acheter en moyenne 15 fois les bénéfices, j'achèterais 10 fois les FFO, par exemple. Donc, réduire l'exposition au secteur, c'est ce qu'on appelle, quand on parle de réduction d'exposition ici, ça ne veut pas dire que vous vendez ou etc. Mais il faut être prudent, d'accord? Au secteur qui, après une longue période de surperformance, entre dans une phase de croissance plus modérée, comme c'est le cas pour le secteur industriel. Donc, dites-vous ici que si je suis investi sur ces entreprises-là, je devrais m'attendre, il faudrait que je m'attende à ce que le prix baisse. Le marché va avoir tendance à se normaliser parce que ce sont des industries, des secteurs qui se négocient à des niveaux de price to FFO très élevés. Et donc, quand on parle de normalisation, vous allez voir ici, c'est encore à 25 fois les FFO. 25 fois les FFO. Je prends les FFO, seront gentils, j'ai pris les FFO. On est à 20 fois les FFO, seront gentils. Regardez, quand on parle de Realty Income, on a combien ici en termes de FFO? On se situe à peu près aux alentours de 14 fois les FFO. Et on vous parle ici d'une offre très élevée. Donc, nous avons un marché de locataires. Donc, au niveau industriel ici, les propriétaires n'ont pas la main. Donc, l'augmentation des loyers va être compliquée, même si les loyers vont augmenter. Soyez-en certains. Mais voilà, peut-être pas aussi vite que précédemment. Et ça se voit d'ailleurs dans d'autres entités en Europe. Par exemple, vous avez les WDP, comme les warehouses de Pau. Je pense que c'est également une rate industrielle, qui est d'ailleurs même c'est une très belle entreprise. Donc, ça peut également, je ne sais pas quelle est la tendance en Europe, mais on ne sera pas loin à peu près des mêmes raisons, mais surtout les taux d'intérêt qui sont élevés. C'est juste ça. Donc, vous avez ces éléments-là. Je n'ai pas dit n'allez pas investir dessus ou quoi que ce soit, mais soyez, voilà, demandez un prix plus bas que ça. Et si vous l'avez en portefeuille, réfléchissez à 2 fois, 25 fois, 20 fois les FFO pour ce type d'entreprise. Dès que les taux de location sont très élevés, les taux d'occupation sont élevés, comment on appelle ça encore, la dette est très basse,
Vous avez également, oui, c'est ça, les taux de location élevés, dette basse ici, donc pourquoi pas. Client solvable, pourquoi pas. Mais on reste quand même prudent. Et troisième point, quatrième point, envisager une approche contrariante sur les bureaux. Pour ceux qui ont une tolérance au risque plus élevé, le secteur des bureaux peut offrir un potentiel de rebond. La clé est de cibler exclusivement les meilleurs actifs dans les meilleurs emplacements comme ceux détenus par Boston Property. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve royalement le droit de me tromper. De toute façon, dans tous les secteurs ici, moi je suis contrariant de nature, donc j'aime toujours aller dans les secteurs qui vont mal. OK? Mais je ne suis pas fou non plus. J'aime toujours également, même si ça va mal, il faut que ce soit temporaire de manière générale. Au niveau des bureaux, oui, il y a un retour au bureau, mais je veux dire, vu l'offre qu'il y a présentement sur le marché pour le nombre de bureaux ici vacants, eh ben, ce sont des bureaux qu'on va avoir tendance à retransformer en logement, etc. Et pour ça, laissez-moi vous dire que là, par exemple, je suis assis chez moi, je peux voir ici qu'il y avait un immeuble de bureau qui était très occupé avant la pandémie. Et là, on est en train de le transformer en habitation. Et le problème, c'est que le zonage, parfois, ne permet pas de le faire. Et donc, parfois, c'est compliqué. Donc, ne vous dites pas que, ouais, on a des biens immobiliers ici, on a des bureaux, on va les transformer en logement. Ah! C'est pas aussi facile à dire, mais parfois difficile à faire. Donc, extrêmement prudent, extrêmement sélectif. Mais il peut y avoir des opportunités dessus, surtout pour ceux qui ont les biens immobiliers les mieux situés. Donc, pour terminer ici, l'ère d'une marée montante qui soulève tous les bateaux dans l'immobilier est révolue, sauf si les taux d'intérêt baissent. La grande divergence est en marche. Et la performance est désormais intimement liée à la capacité d'un sous-secteur à capitaliser sur des tendances de fond majeures. Une approche chirurgicale axée sur les leaders des thèmes séculaires et la qualité des actifs est désormais indispensable pour naviguer avec succès dans ce paysage immobilier complexe. Et dites-vous que dans chaque sous-segment, on a des notes d'analyse. Les bureaux, les rates industriels, l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, les data centers, le secteur de la santé. Et j'ai même oublié un segment qui est à peu près le segment des tours de télécommunications. Bref, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium où on partage vraiment tous ces éléments-là. Tout ce que j'ai présenté ici, c'est un peu comme les attentes pour le deuxième trimestre 2025 uniquement. Et comme ça peut changer, mais dans ces attentes-là, il y a toujours d'autres. Chaque secteur d'activité étant différent, il y a des éléments. C'est bien de mentionner que oui, démographie, il y a, etc. Mais quelles sont les spécificités? Quelles sont les zones dynamiques? Quels sont les risques également? Voilà à peu près ce qui est important de connaître en dessous. Donc, si une entreprise vous intéresse, vous devez faire une analyse sectorielle dans ce sous-secteur-là. D'accord? Bref. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires, comme je l'ai dit tantôt, pour tous ceux qui veulent aller plus loin. On se donne rendez-vous dans le Top Premium ou bien dans le programme d'accompagnement. Et d'ici là, portez-vous bien. Je n'ai pas dit n'investissez pas dans l'immobilier. Au contraire, je pense que c'est le moment de commencer à s'intéresser aux secteurs d'activité qui sont généralement délaissés, mais qui affichent également une certaine résilience et une certaine stabilité, du moins sur le plan financier. Et je sais que parfois, certains disent souvent que oui, mais les rates, elles diluent leurs actionnaires, elles ont beaucoup de dettes, etc. Ça, on en parlera un jour. Je vois vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Mais parce que je réfléchissais de la même façon. Mais voilà, on ne va pas aborder ce sujet ici parce que c'est quelque chose dont j'aimerais parler plus tard ici. Mais je pense que vous regardez le problème, ce n'est pas la bonne manière de regarder le problème. Juste ça. C'est un secteur d'activité très particulier et donc on doit adopter une approche particulière. C'est un peu comme quand tu vas aller analyser une bancaire. Tu ne viens pas comme si tu étais en train d'analyser une rate. D'accord? Donc, attention. Dépendamment des secteurs, dépendamment des industries, il y a des questions spécifiques à poser. Il y a toujours le pourquoi du comment par rapport à un indicateur bien particulier. Et pour moi ici, le fait que le nombre d'actions augmente ne me dérange pas du tout. Alors là, pas du tout.
Ça dépend de quelque chose. Bref, on va y répondre un jour. Et je vous donne un type. Allez-y, regardez. Comment on appelle ça encore? Comment elle s'appelle encore cette compagnie-là? La compagnie que vous aimez tous en France, là. Air Liquide, voilà. Pourquoi est-ce que Air Liquide... J'aurais préféré que Air Liquide rachète ses actions. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet de nouvelles actions, les actions gratuites, les fameuses actions gratuites. Posez-vous la question de savoir quel est l'avantage pour Air Liquide d'émettre des actions gratuites. Quel est l'avantage pour l'actionnaire de recevoir des actions gratuites? Et pourquoi est-ce que ça ne se voit pas au niveau du BPA? Quelle est la raison pour laquelle le BPA continue à augmenter? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.